Je me tenais là, devant le miroir de la salle de bain de ma nouvelle maison de campagne en Normandie, essuyant des larmes de bonheur qui coulaient sur mes joues ridées. À 69 ans, après 45 années de mariage et 2 années à pleurer la mort de mon époux, j'avais enfin fait quelque chose uniquement pour moi. Cette petite maison avec son jardin plein de promesses et ses fenêtres donnant sur les champs de blé était à moi, entièrement à moi. J'avais dépensé toutes mes économies, 4 500 € que j'avais mis de côté sou par sou, me privant de petits plaisirs pendant des décennies. Mais ça en valait la peine. Pour la première fois de ma vie, j'avais un endroit que personne ne pouvait me retirer. Un sanctuaire où je pourrais planter mes rosiers, lire mes romans et simplement exister en paix. Je caressais le mur fraîchement repeint couleur crème, respirais l'odeur du bois neuf et ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la liberté pure. Ce matin-là, j'avais pris mon petit déjeuner dans ma petite cuisine en écoutant le chant des oiseaux. J'avais arrosé les plantes en pot que j'avais achetées au village et planifié où je placerais mon fauteuil en osier préféré. Tout était parfait. Tout était à moi. Le téléphone sonna alors que je rangeais mes quelques affaires dans le placard de la chambre principale. Je vis le nom de ma fille Aurélie sur l'écran et souris, pensant qu'elle voulait peut-être me féliciter pour ma nouvelle maison, bien que je savais qu'elle s'était opposée à cet achat depuis le début. Maman, c'est du gaspillage, m'avait-elle répété maintes fois. Tu devrais rester dans ton appartement près de chez nous. Près d'eux, pas avec moi. Prêt pour que je sois disponible quand ils auraient besoin de moi. Allô, ma chérie, répondis-je avec cette joie maternelle qui ne s'efface jamais, peu importe combien de fois on vous a déçu. Maman, prépare-toi. Dans 1 heure, j'arrive avec 20 personnes de la famille de Laurent, dit-elle, sans même un bonjour, de cette voix autoritaire qu'elle avait développée depuis son mariage. Prépare à manger pour tout le monde et arrange nos chambres. On reste seulement 2 semaines. Le monde s'arrêta. Je sentis littéralement le sol bouger sous mes pieds. Mon cœur commença à battre si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. 20 personnes, Aurélie? Je viens juste d'arriver. Je n'ai rien de préparé. Je n'ai même pas de provisions pour eux. Maman, ne sois pas dramatique. C'est ta famille maintenant. Tu dois les accueillir comme il faut. Laurent dit que sa cousine Isabelle vient avec ses 4 jeunes enfants. Son frère Julien avec sa femme et leurs jumeaux. Et les tantes Monique et Sophie viennent aussi avec leur famille. C'est les vacances d'été et ils ont besoin d'un endroit gratuit pour séjourner. Ta maison est parfaite. Mais Aurélie, je n'ai pas assez de place pour autant de personnes. C'est une petite maison de 2 chambres. Et en plus, il n'y a pas de «être» en plus, maman. Nous sommes ta famille. Tu as l'obligation de nous aider. D'ailleurs, pourquoi tu as acheté une si grande maison, si ce n'est pas pour qu'on l'utilise? Ne sois pas égoïste. On est en route, alors dépêche-toi de tout préparer. Ah, et assure-toi qu'il y ait assez de serviettes propres pour tout le monde. Les enfants voudront se baigner dans les temps. Donc prépare aussi un goûter pour le retour. À tout à l'heure. Elle raccrocha. Comme ça. Je restais là, tenant le téléphone tremblant, sentant tout le bonheur que j'avais ressenti quelques minutes auparavant s'évaporer comme de la fumée. 20 personnes dans ma nouvelle maison, sans prévenir, sans demander si je pouvais, si je voulais, si j'avais les moyens de les héberger. Et le pire, parler de ma maison comme si c'était un hôtel familial gratuit. Je regardais autour de ma petite maison de 2 chambres et une salle de bain. Où est-ce que 20 personnes allaient dormir? Par terre? Dans mon salon qui avait à peine un petit canapé? Mon réfrigérateur était pratiquement vide. J'avais à peine quelques œufs, du lait et quelques tomates que j'avais achetées au village. Comment allais-je nourrir 20 personnes avec ça? Avec quel argent allais-je acheter de la nourriture pour 2 semaines pour autant de monde? Mais ce qui me blessait le plus, ce n'était pas la logistique impossible de la situation. Ce qui me brisait le cœur, c'était de réaliser qu'une fois de plus, mon opinion ne comptait pas. Ma fille avait décidé pour moi. Elle avait disposé de ma maison, de mon temps, de mon argent, comme si j'étais son employée et non sa mère. Comme si cette maison que j'avais achetée à la sueur de mon front avec mes économies d'une vie était un hôtel gratuit pour la famille de son mari. Je m'assis sur le bord de mon nouveau lit, celui que j'avais choisi si soigneusement en pensant au matin tranquille que j'y passerais à lire, et je commençais à ressentir cette sensation familière de vide dans mon estomac. C'était la même que je ressentais chaque fois qu'Aurélie et son mari débarquaient dans mon ancien appartement. Ils mangeaient tout ce qu'il y avait dans mon réfrigérateur, utilisaient de ma machine à laver, regardèrent ma télévision et laissaient tout sale et en désordre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je me souvenais vivement du jour après les funérailles près de mon mari, quand j'avais le plus besoin de soutien émotionnel. Aurélie était arrivée avec des cartons vides et un faux sourire. «Maman, tu as trop de choses, tu dois te débarrasser de tout ça», m'avait-elle dit en emballant les livres de feu mon mari sans même demander. «On prend cela, tu n'en as pas besoin. À ton âge, tu ne lis plus autant.» Et moi, dans mon chagrin et ma confusion, je l'avais laissé emporter la moitié de mes souvenirs, y compris la montre en or qui avait appartenu à mon beau-père. Quand j'avais vendu l'appartement pour acheter cette maison, elle avait insisté pour que je lui donne l'argent afin qu'elle l'investisse mieux. Maman, tu ne comprends rien à la finance.
Moi, je sais comment faire fructifier cet argent, m'avait-elle dit avec ce sourire condescendant que je détestais tant. Quand j'avais refusé, elle ne m'avait pas parlé pendant tout un mois. Et maintenant, le premier jour dans ma nouvelle maison, elle revendiquait déjà son droit de l'utiliser comme si c'était la sienne. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues alors que je regardais par la fenêtre le jardin que j'avais rêvé d'entretenir. Dans une heure, tout ce silence, cette paix, ce sentiment de liberté allait se transformer en chaos. Je restais assise sur mon lit pendant plusieurs minutes, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Le silence de ma nouvelle maison, qui quelques instants auparavant me semblait si beau et tranquille, me paraissait maintenant lourd et menaçant. Dans moins d'une heure, ce refuge que j'avais construit avec tant de sacrifices allait devenir un lieu de chaos et d'exigence. Je me levai lentement, sentant le poids de mes 69 ans plus que jamais. Mes jambes tremblèrent légèrement alors que je marchais vers la cuisine, où j'ouvris le réfrigérateur avec un mélange d'espoir et de désespoir. La réalité était encore pire que dans mon souvenir. 3 œufs, un demi-litre de lait, 2 tomates, un morceau de fromage de chèvre que j'avais acheté hier et une bouteille d'eau. C'était tout. Absolument tout ce que j'avais pour nourrir 20 personnes. J'ouvris les placards avec des mains tremblantes. Une boîte de haricots blancs, une autre de thon, un demi-paquet de riz, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Je n'avais même pas assez d'assiettes. J'avais acheté un service pour 4 personnes, pensant que ce serait largement suffisant pour mes besoins. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille transformerait ma maison en camp de réfugiés familial. Je regardais l'horloge. 50 minutes. 50 minutes pour accomplir un miracle. Je pris mon sac à main et les clés de ma voiture, sachant que je devais aller au village pour acheter de la nourriture. Mais quand je vérifiai mon portefeuille, mon cœur se serra encore davantage. Après avoir payé la maison, les meubles de base et les frais de déménagement, il ne me restait que 270 euros jusqu'au mois prochain. Comment allais-je acheter de la nourriture pour 20 personnes pendant 2 semaines avec ça? Le trajet jusqu'au village me parut interminable. Chaque minute qui passait était une minute de moins pour préparer ce que je pouvais préparer. Dans la petite épicerie du village, je courus dans les allées comme une femme désespérée, calculant mentalement chaque euro dépensé. Du riz, des haricots, des pâtes, de la sauce tomate, quelques légumes bon marché, du pain de campagne. Rien de raffiné, rien de spécial. Juste de la nourriture basique qui pourrait nourrir beaucoup de monde. La facture finale, 220 euros. Presque tout ce qu'il me restait. Quand je rentrais à la maison, il ne me restait que 20 minutes. 20 minutes pour transformer ma petite cuisine en restaurant, capable de nourrir une armée. Je mis de l'eau à bouillir pour le riz et les pâtes. J'ouvris des boîtes comme une femme possédée. Je coupais des légumes avec des larmes coulant sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes d'oignon, c'étaient des larmes de rage, d'impuissance et de profonde tristesse pour ce qui m'arrivait. Pendant que je cuisinais, je ne pouvais m'empêcher de penser à comment j'en étais arrivée là. Après la mort de mon mari, j'avais essayé d'être la mère parfaite, la belle-mère compréhensive, la grand-mère disponible. Quand Aurélie avait besoin d'une babysitter, j'étais là. Quand elle avait besoin d'emprunter de l'argent, j'étais là. Quand elle voulait utiliser ma voiture parce que la sienne était au garage, j'étais là. Toujours disponible, toujours prête, toujours en train de dire oui. Je me souvenais de la fois où Laurent, mon gendre, était arrivé dans mon ancien appartement avec 3 copains sans prévenir, s'attendant à ce que je cuisine et serve des apéritifs pour eux tout le week-end pour un match de foot. Ma mère est en voyage et toi tu cuisines si bien, m'avait-il dit avec ce faux sourire qui m'agaçait tant. Et moi, comme toujours, j'avais foncé à l'épicerie, dépensé mon argent et cuisiné pour eux comme si j'étais leur chef personnel. Ou la fois où Aurélie m'avait demandé de garder les enfants de sa belle-sœur parce qu'elle avait une urgence familiale. 3 petits-enfants pendant une semaine entière, sans me payer un centime, sans même me demander si je pouvais le faire. Quand j'avais mentionné que je devais annuler mes rendez-vous chez le médecin pour m'occuper d'eux, elle m'avait dit: «Oh maman, ne sois pas dramatique. En plus, c'est bon pour toi d'avoir quelque chose à faire pour ne pas te sentir si seule.» Seule? Ce mot résonnait dans ma tête alors que je remuais la sauce tomate. Je me sentais plus seule entourée de ma famille que quand j'étais vraiment seule, parce que la vraie solitude est honnête. Elle ne prétend pas vous aimer pendant qu'elle vous utilise. Le bruit de voiture qui approchait me tira de mes pensées. Je regardai par la fenêtre et vis 3 véhicules pleins de gens qui en sortaient comme s'ils arrivèrent dans un club de vacances tout compris. Des enfants qui criaient, des adultes qui riaient, des valises qu'on tirait des coffres. Et il y avait Aurélie qui dirigeait le spectacle comme l'hôtesse officielle de ma maison. «Maman!» cria-t-elle de l'extérieur. «Viens nous aider avec les bagages!» Je restai là dans ma cuisine, tenant la cuillère en bois avec laquelle je remuais la sauce, et quelque chose en moi se brisa. Pas de façon dramatique comme on voit dans les films, mais d'une manière silencieuse et définitive, comme quand le fil le plus fin qui retient un poids trop lourd se casse. Je sortis de la cuisine et ouvris la porte d'entrée. Ce que je vis me coupa le souffle. 20 personnes, en effet. Des bébés aux personnes âgées, tous sortant des voitures, comme s'ils arrivaient dans leur maison de vacances préférée. Certains portèrent déjà des maillots de bain, d'autres transportaient des glacières pleines de bière, et tous, absolument tous, me regardaient avec ce sourire d'attente de quelqu'un qui sait qu'il va être traité comme un roi. «Tante Geneviève!» cria Isabelle, la cousine de Laurent, portant un bébé qui pleurait.
Quelle belle maison! Les enfants vont être si contents ici. J'espère que tu as préparé beaucoup à manger parce qu'on a faim du voyage. Julien, le frère de Laurent, s'approcha en me tapant dans le dos, comme si nous étions de vieux amis. Belle maman, c'est parfait pour les vacances. Le repas est prêt, les enfants n'ont pas déjeuné. Bien sûr qu'ils n'avaient pas déjeuné, parce qu'ils savaient que mamie Geneviève serait là pour tout arranger. Comme toujours, comme l'employé fiable qui ne dit jamais non. Maman, dit Aurélie en s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'espère que tu as préparé les chambres. Isabelle et sa famille auront besoin de la chambre principale parce que le bébé pleure beaucoup la nuit. Et nous, on peut dormir dans l'autre. Les autres peuvent s'installer dans le salon. La chambre principale. Ma chambre. La pièce où j'avais rangé mes affaires il y a quelques heures à peine, où j'avais imaginé me réveiller chaque matin en regardant le jardin par la fenêtre. Sans me demander, sans me consulter, ils avaient déjà décidé que je dormirais sur le canapé dans ma propre maison. Je regardais tous ces gens qui envahissèrent mon espace, touchèrent mes affaires, parlèrent de ma maison comme si c'était la leur, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je ressentis quelque chose de différent de la résignation. Je ressentis une petite mais réelle étincelle de quelque chose que j'avais oublié qu'il existait, l'indignation. Mais je ne savais toujours pas quoi en faire. Maman, la nourriture cria Aurélie depuis la porte, comme si j'étais une serveuse qui avait mis trop de temps à prendre la commande. Les enfants ont faim et les adultes veulent leur déjeuner aussi avant qu'on s'installe. Je retournai dans la cuisine comme un zombie, sentant les yeux de 20 personnes fixés sur mon dos. Sur la cuisinière, le riz avait un peu attaché au fond de la casserole. Les pâtes étaient presque trop cuites et la sauce tomate semblait plus liquide que je ne l'aurais voulu. Mais c'était ce que j'avais réussi à préparer avec le peu de temps et d'argent que j'avais. Je commençais à servir dans les quelques assiettes que j'avais, sachant qu'elles ne suffiraient pas. En effet, après avoir servi 8 assiettes, je n'avais plus de vaisselle. Je dus improviser avec des tasses, des bols et même utiliser le couvercle d'une casserole comme assiette pour l'un des plus petits enfants. L'humiliation était complète. C'est tout demanda Julien en regardant son assiette avec la petite portion de riz et de sauce que j'avais réussi à lui servir. Je pensais qu'il y aurait de la viande ou du poulet. Tu n'as rien d'autre? C'est que vous êtes arrivé très soudainement et je n'ai pas eu le temps de... Commençai-je à expliquer, mais Laurent m'interrompit. Geneviève, c'est bon. On comprend que tu ne t'attendais pas à autant de monde, mais tu aurais pu faire un effort. On est de la famille, non? En plus, cette maison est magnifique. Tu as sûrement de l'argent de côté pour acheter de meilleures choses. De l'argent de côté. S'il savait que je venais de dépenser presque tout ce qu'il me restait pour ce repas qu'il critiquait. Peut-être pas. Il critiquerait probablement quand même. La famille de Laurent avait cette capacité spéciale de vous faire sentir coupable, quelles que soient les sensations, quelles que soient les circonstances. Mamie, dit l'un des jumeaux de Julien, un garçon d'environ 8 ans, tu as des jeux vidéo comme chez mes autres grands-parents? Non, mon chéri, il n'y a pas de jeux vidéo ici, répondis-je de la voix la plus douce possible, essayant de ne pas déchaîner ma frustration sur un enfant innocent. Et la télé par câble? Et le Wi-Fi? Continua-t-il à demander. Pas encore, mon ange. Je viens juste d'emménager et je n'ai pas encore installé ces services. L'enfant me regarda comme si je lui avais dit que je vivais dans une grotte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 semaines? C'est ennuyeux ici. Isabelle, tout en changeant la couche de son bébé sur ma table de salle à manger, se joignit à la conversation. Geneviève, il faut que tu ailles au village pour acheter des couches, du lait en poudre et de la nourriture pour bébé. J'ai oublié d'en apporter assez pour 2 semaines. On a aussi besoin de crème solaire, d'anti-moustiques et quelques autres choses. Elle me tendit une liste écrite à la main sur une serviette. Voilà tout ce qui est écrit. Tu peux y aller cet après-midi. Je pris la liste avec des mains tremblantes. Couches, lait en poudre, crème solaire, anti-moustiques, serviettes hygiéniques, médicaments contre les maux de tête, aspirine, antiacide, shampoing pour enfants, savon antibactérien, lessive. La liste semblait interminable. Je calculais mentalement au moins 180 euros de plus. Les derniers 180 euros qu'il me restait. Isabelle, dis-je en essayant de rester calme, je n'ai pas beaucoup d'argent disponible en ce moment. Je viens d'acheter la maison et... Oh, Geneviève, m'interrompit-elle en riant, ne sois pas dramatique. Ce sont juste des choses de base. Ça ne va pas te ruiner. En plus, c'est pour ta famille. Je suis sûre que tu as quelque chose de mis de côté pour les urgences. Des urgences? Ils étaient mon urgence, mais pas le genre que j'avais prévu. Thierry, l'un des oncles de Laurent, s'approcha avec une bière à la main, une bière qu'il avait prise dans sa propre glacière. Heureusement, parce que je n'avais même pas de boisson. Geneviève, où est-ce qu'on peut mettre nos affaires? On a besoin de place dans le réfrigérateur pour nos bières et notre nourriture. J'ouvris mon petit réfrigérateur qui était déjà plein avec les quelques choses que j'avais achetées ce matin. Eh bien, tu peux déplacer mes affaires. Parfait, dit-il, commençant déjà à sortir mes affaires du réfrigérateur pour mettre les siennes. Et où est la chambre où Bernard et moi allons dormir? Tu n'as que 2 chambres et Aurélie a dit que... Oh, ne t'inquiète pas, on peut dormir dans le salon. Assure-toi juste d'avoir assez de couvertures et d'oreillers. Il fait froid la nuit ici à la campagne. Des couvertures et des oreillers pour 20 personnes. J'avais exactement 3 couvertures et 4 oreillers dans toute la maison. Ma maison, qui devenait un hôtel de charité.
Pendant ce temps, les enfants avaient découvert mon jardin et couraient entre les plantes en pot que j'avais achetées si amoureusement ce matin. Je regardais l'un d'eux piétiner mes petits plants de tomates que j'avais plantés il y a quelques heures à peine, pleine d'espoir et d'excitation. Les enfants, faites attention, criai-je depuis la fenêtre. Oh, laisse-les tranquilles, cria Julien en retour. Ce sont des enfants. Ils ont besoin de courir et de jouer. C'est pour ça qu'on est venu à la campagne, pour qu'ils soient libres. Libres dans mon jardin, détruisant mes plantes, avec mon argent payant leurs repas pendant que je devenais l'employé d'hôtel pour tous ces gens. Aurélie s'approcha de moi alors que je lavais la vaisselle dans le petit évier de la cuisine. Maman, il faut que je te parle. La famille de Laurent est très contente d'être ici. Mais je pense que tu pourrais faire un peu plus d'efforts pour les faire se sentir bienvenus. Je me tournai pour la regarder, mes mains dégoulinant d'eau savonneuse. Faire plus d'efforts? Oui, maman, la nourriture était basique et la maison semble un peu froide. Comme si tu ne voulais pas qu'on soit là. Rappelle-toi, c'est une opportunité pour toi de mieux connaître la famille de ton gendre. Tu devrais être reconnaissante qu'il veuille passer du temps avec toi. Reconnaissante. Ce mot résonna dans ma tête comme une gifle, reconnaissante que 20 personnes envahissent ma maison sans permission, dépensent mon argent, critiquent ma nourriture, détruisent mon jardin et me traitent comme leur employé personnel. En plus, continua Aurélie, j'espère que tu ne prévois pas de leur faire payer quoi que ce soit pour rester ici. Ce serait très avare de ta part. Leur faire payer. L'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit, mais maintenant qu'elle le mentionnait, pourquoi pas? Si c'était n'importe quel autre endroit, ils paieraient au moins 80 € par nuit et par chambre. 20 personnes pendant 2 semaines. Ça ferait des milliers d'euros. Mais je ne dis rien. Pas encore. Je hochais simplement la tête et continuais à laver la vaisselle, sentant cette petite étincelle d'indignation que j'avais ressentie auparavant commencer lentement à grandir dans ma poitrine. Cette nuit-là, pendant que 20 personnes dormaient confortablement dans ma maison, je restais éveillée sur le petit canapé du salon, écoutant les ronflements venant de partout, fixant le plafond, et me demandant à quel moment exact j'avais perdu le contrôle de ma propre vie. La réponse me vint dans l'obscurité, je l'avais perdue petit à petit. Chaque fois que j'avais dit oui alors que je voulais dire non, chaque fois que j'avais mis les besoins des autres avant les miens, chaque fois que je les avais laissés me traiter comme si mon temps, mon argent et mon espace n'avaient aucune valeur. Mais pour la première fois depuis longtemps, je réalisais aussi autre chose. Il était encore temps de reprendre ce contrôle. Je me réveillais à 5 heures du matin avec une douleur terrible dans le dos à cause du canapé. Le silence de l'aube dura exactement 30 secondes avant que le chaos ne commence. Le bébé d'Isabelle se mit à pleurer, réveillant tous les autres enfants, qui commencèrent immédiatement à courir dans la maison en criant et en jouant comme si c'était un parc d'attractions. Je me levai du canapé, sentant chacune de mes 69 années dans mes articulations, et me dirigeai vers la cuisine pour faire du café. J'avais besoin de caféine pour survivre à ce qui allait arriver. Mais quand j'arrivai, je trouvai Julien déjà là, fouillant dans mon réfrigérateur comme si c'était le sien. Bonjour Geneviève, dit-il sans lever les yeux. Où est le café? Et il nous faut du lait pour les céréales des enfants. Je n'ai pas de céréales, répondis-je en essayant de garder un ton neutre. Comment ça, tu n'as pas de céréales? Qu'est-ce que les enfants vont manger au petit déjeuner alors? C'était une question honnête, et je n'avais pas de réponse honnête. Je n'avais pas de céréales, je n'avais pas assez de lait, je n'avais pas assez de quoi que ce soit pour nourrir 20 personnes pendant 2 semaines. Mon petit garde-manger était conçu pour une personne qui mangeait simplement et économiquement. Je peux faire des œufs brouillés? Proposai-je, sachant que j'avais exactement 6 œufs restants après ceux que j'avais utilisés hier. 6 œufs pour 20 personnes? Demanda Julien en riant. On ferait mieux d'aller au village acheter de la vraie nourriture, mais fais vite parce que les enfants vont bientôt avoir faim. Allons-y, comme si c'était une décision commune, comme si l'argent appartenait à nous deux, comme si je n'avais pas juste dépensé Kratchi, mes dernières économies hier pour un repas qu'ils avaient critiqué. Isabelle apparut dans la cuisine avec le bébé dans les bras et un visage aigre. Geneviève, j'ai besoin que tu fasses bouillir de l'eau pour le biberon, et j'ai aussi besoin que tu laves ses vêtements parce que le bébé s'est sali cette nuit. Elle me tendit un sac plein de vêtements sales qui sentaient terriblement mauvais. Tu n'as pas apporté assez de vêtements pour le bébé? Demandai-je. Si, mais je ne pensais pas qu'il se salirait autant. En plus, tu as une machine à laver ici. C'est plus facile de laver ici que de transporter tant de linge, non? Plus facile pour elle. Plus de travail pour moi. Plus de dépenses en eau, électricité et lessive pour moi. Les enfants commencèrent à arriver dans la cuisine comme une meute de loups affamés. 5 enfants, entre 4 et 12 ans, tous demandant ce qu'il y avait pour le petit déjeuner. Tous s'attendant à ce que la mamie magique produise de la nourriture de nulle part. Mamie, j'ai faim, dit la plus petite fille avec un visage si innocent que ça me brisa le cœur. Ce n'était pas sa faute d'être dans cette situation. Je sais, ma chérie, on va voir ce qu'on peut faire, répondis-je en ouvrant des placards vides et en essayant de faire des miracles. Bernard apparut en bâillant et en se grattant le ventre. Geneviève, tu as du café? Et pas de l'instantané, j'espère. Quelque chose de décent. Du café décent. Je venais de me lever de mon propre canapé après avoir été chassée de mon propre lit, et il demandait du café gastronomique. J'ai seulement du café soluble, lui dis-je. Sérieusement?
Bon, je suppose qu'on devra aller au village acheter du vrai café aussi. Et tant qu'on y est, on peut acheter tout ce dont on a besoin pour ces jours. On. Encore ce mot, comme si nous étions partenaires dans ce désastre. Aurélie descendit de ma chambre, où elle avait dormi confortablement dans mon lit, l'air parfaitement reposé. Bonjour maman, le petit déjeuner est prêt, Laurent a faim et il n'aime pas attendre. Aurélie, je n'ai pas assez de nourriture pour... Maman, on a déjà parlé de ça hier. Tu dois être mieux organisée. On est 20 personnes. Tu ne peux pas improviser. Pourquoi tu ne fais pas une vraie liste de courses et tu vas au village? On peut rester ici à s'occuper de la maison. S'occuper de ma maison pendant que je dépensais mon argent pour acheter de la nourriture pour eux. Laurent apparut derrière Aurélie avec ce faux sourire que je connaissais aussi. Belle-maman, bonjour. J'ai entendu que tu allais au village. Tu peux ramener des cigarettes et de la bière? Celles qu'on a apportées ne dureront pas 2 semaines. On a aussi besoin de charbon pour un barbecue demain. Cigarettes, bière, charbon. La liste des dépenses continuait de croître et mon portefeuille continuait de rétrécir. Laurent, je ne fume pas et je ne bois pas. Je ne connais pas les marques. Ne t'inquiète pas, n'importe quelle marque fera l'affaire. L'important, c'est qu'on ait assez pour passer un bon moment. Passer un bon moment avec mon argent dans ma maison, pendant que je travaillais comme leur employé personnel. Thierry rejoignit le groupe dans la cuisine. Geneviève, hier soir j'ai parlé avec Bernard et on pensait que ce serait une bonne idée d'organiser un grand barbecue pour toute la famille. On peut inviter d'autres parents qui habitent dans le coin. Qu'est-ce que tu en penses pour organiser quelque chose ce week-end? D'autres parents? Demandai-je, sentant ma tension artérielle monter. Oui, on est une grande famille unie. Ça va être sympa. On a juste besoin que tu achètes de la viande pour environ 30 personnes. Rien d'extraordinaire. 30 personnes. De la viande pour 30 personnes. Je calculais mentalement au moins 450 € de plus. De l'argent que je n'avais définitivement pas. Je ne pense pas pouvoir me permettre. Oh, Geneviève, m'interrompit Isabelle. Ne sois pas radin, c'est une réunion de famille. En plus, avec ce que tu économises en ne payant pas d'hôtel pour nous tous, tu peux sûrement te permettre un barbecue. Ne pas payer d'hôtel. Comme si être dans ma maison était gratuit. Comme si mon temps, mon espace, ma tranquillité d'esprit ne valaient rien. Les enfants, pendant ce temps, avaient trouvé mes quelques paquets de biscuits et les mangèrent directement, éparpillant des miettes partout dans ma cuisine fraîchement nettoyée. Les enfants, ne mangez pas ça, criai-je. À quoi servent ces biscuits, maman demanda Aurélie d'un ton agacé. Ce ne sont que des biscuits. Les enfants ont faim et tu n'as rien préparé pour le petit déjeuner. Laisse-les au moins manger quelque chose. Quelque chose? Mes biscuits, ma nourriture, mes dernières réserves alimentaires dans la maison. Maman, continua Aurélie, je pense que tu es un peu égoïste. C'est une belle opportunité de créer des liens familiaux. Et toi, tu ne fais que te plaindre de petites choses comme des biscuits et de l'argent. Tu n'es pas contente de nous voir heureux? Heureux. Ils étaient heureux en dépensant mon argent, en dormant dans ma maison, en mangeant ma nourriture et en me traitant comme leur employé. Bien sûr qu'ils étaient heureux. Je restais là dans ma cuisine, entourée de 20 personnes qui me regardaient comme si j'étais la méchante de l'histoire pour ne pas avoir assez de nourriture pour les nourrir gratuitement pendant 2 semaines. Et quelque chose en moi se déclencha finalement. Ce n'était pas une explosion dramatique. C'était plutôt comme quand une pièce de puzzle qui était mal placée depuis des années trouve enfin sa place. Soudain, je pouvais voir l'image complète avec une clarté qui me surprit. Ces gens ne m'aimaient pas. Ils avaient besoin de moi. Il y avait une énorme différence entre ces deux choses, et j'avais passé des années à les confondre. D'accord, leur dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Je vais aller au village pour acheter ce dont vous avez besoin. Tout le monde sourit, satisfait d'avoir gagné une autre bataille contre la mamie obligeante. Mais en prenant mon sac à main et les clés de ma voiture, je ne pensais pas à la nourriture ou aux listes de courses. Je pensais à quelque chose de complètement différent. Je pensais au cabinet d'avocat que j'avais vu au village hier et à une conversation qu'il était peut-être temps d'avoir. Pour la première fois depuis des jours, je quittais ma maison avec un vrai sourire sur les lèvres. Le trajet vers le village ce matin-là fut le plus libérateur que j'avais eu depuis des années. Pour la première fois depuis l'arrivée de ma famille, j'étais seule avec mes pensées, sans personne m'exigeant quoi que ce soit, sans enfants qui criaient, sans adultes qui me traitaient comme une gouvernante. Le silence de la voiture était comme un baume pour mon âme blessée, mais je n'allais pas directement à l'épicerie comme il s'y attendait. Au lieu de cela, je me garai devant un petit café que j'avais vu la veille et m'assis pour prendre une vraie tasse de café pendant que j'organisais mes pensées. J'avais besoin de temps pour traiter ce que j'avais compris ce matin. Vous allez bien, madame me demanda la serveuse, une femme d'âge moyen avec un visage gentil. Vous avez l'air un peu troublée. Je souris tristement. Disons que je traverse une situation familiale compliquée. Ah, dit-elle en hochant la tête avec compréhension. La famille? Parfois, ce sont ceux qui nous blessent le plus, n'est-ce pas? Ces mots me frappèrent comme la foudre. C'était exactement ça. Ma propre famille était celle qui me blessait le plus, et j'avais été tellement habituée à la douleur que j'avais commencé à penser que c'était normal. Après le café, je marchais dans le petit village jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, maître du bois, avocat. L'enseigne était simple mais professionnelle. Je pris une grande inspiration et entrai.
Bonjour, dit un homme d'environ 50 ans avec un visage aimable. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de conseils juridiques sur des situations familiales, lui dis-je, me sentant un peu ridicule, mais déterminé à continuer. Maître Dubois m'invita à m'asseoir et m'offrit de l'eau. Pendant l'heure suivante, je lui racontais tout, de l'appel d'Aurélie à l'invasion de ma maison, des dépenses qu'il me forçait à faire au manque total de respect pour ma propriété et mon argent. L'homme écouta sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Madame Beaumont, dit-il finalement, ce que vous me décrivez est de l'abus financier et émotionnel. Le fait qu'ils soient de la famille ne leur donne pas le droit d'utiliser votre propriété sans permission ou de vous forcer à dépenser votre argent pour eux. Mais c'est ma famille, murmurai-je, répétant l'excuse que j'avais utilisée pendant des années. La vraie famille respecte. Elle n'exploite pas, répondit-il fermement. Avez-vous déjà pensé à établir des limites légales? Des limites légales? L'idée semblait aussi étrange que libératrice. Quel genre de limites? Demandai-je. Eh bien, par exemple, votre maison est votre propriété privée. Vous avez le droit absolu de décider qui peut y être et sous quelles conditions. Si quelqu'un refuse de partir quand vous le lui demandez, il commet techniquement une violation de domicile. Violation de domicile, ma propre famille. De plus, continua Maître Dubois, si autant de personnes utilisent votre propriété comme lieu d'hébergement, légalement, vous pourriez leur facturer les services que vous fournissez. Nourriture, hébergement, services de base. Dans n'importe quel hôtel, ils paieraient des centaines d'euros pour ce que vous leur donnez gratuitement. Je pourrais vraiment leur facturer? Demandai-je, ressentant un mélange d'espoir et de terreur. Bien sûr, c'est votre maison, ce sont vos ressources. S'ils ont décidé de venir sans invitation et sans contribuer financièrement, vous avez tout à fait le droit d'établir des termes commerciaux pour leur séjour. Je quittai le cabinet de Maître Dubois avec un dossier plein de documents et une nouvelle perspective sur ma situation. J'avais rédigé une lettre formelle établissant des conditions commerciales d'hébergement pour ma propriété, avec des tarifs par chambre, par repas et par service. J'avais aussi des informations sur mes droits en tant que propriétaire et les démarches légales que je pouvais entreprendre si quelqu'un refusait de respecter mes décisions. Mon prochain arrêt fut la banque. Je voulais savoir exactement combien d'argent il me restait et combien j'avais dépensé au cours des 2 derniers jours. Les chiffres étaient alarmants. En moins de 48 heures, j'avais dépensé 470 euros de mes maigres économies. À ce rythme, je serais complètement ruiné en une semaine. Le directeur de la banque, un jeune homme nommé Thomas, examina mon compte avec une expression inquiète. Madame Beaumont, ces dépenses Tachronos sont très élevées pour vos revenus habituels. Tout va bien? Me demanda-t-il. J'expliquai brièvement la situation et il hocha la tête avec compréhension. Écoutez, ça ne me regarde pas, mais j'ai vu des cas similaires, des personnes âgées qui se laissent exploiter financièrement par des proches. Avez-vous envisagé d'établir des limites sur vos dépenses? Je commence à y penser, répondis-je. Si vous avez besoin d'aide pour contrôler vos dépenses ou établir un budget qui vous protège des dépenses excessives involontaires, nous pouvons vous aider. Nous pouvons aussi configurer votre compte pour exiger une autorisation spéciale pour les dépenses au-dessus d'un certain montant. C'était un autre outil dont je ne connaissais pas l'existence. Une autre façon de me protéger de ma propre générosité mal placée. Finalement, j'allais à l'épicerie, mais cette fois, je n'achetais que l'essentiel. Du riz, des haricots, des pâtes, de la sauce tomate, quelques légumes bon marché. Pas de luxe, pas de viande pour les barbecues, pas de bière ni de cigarettes. Je dépensais exactement 45 euros. Quand je rentrai à la maison 3 heures plus tard, je fus accueillie par un chœur de plaintes. Maman, tu en as mis du temps, cria Aurélie. Les enfants meurent de faim, et nous aussi. Où est la viande pour le barbecue? Demanda Thierry. Et la bière? Ajouta Laurent. Les cigarettes? Insista Bernard. Je les regardais tous debout dans mon salon, dans ma maison, s'attendant à ce que je résolve tous leurs problèmes avec mon argent. Et pour la première fois depuis des années, je ne ressentis pas de culpabilité, je ressentis de la clarté. J'ai apporté de la nourriture de base, leur dis-je calmement. Du riz, des haricots, des pâtes, assez pour que personne ne meure de faim. Mais qu'en est-il de tout ce qu'on t'a demandé? Insista Isabelle. Je ne l'ai pas acheté, répondis-je simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. 20 personnes me regardaient comme si j'avais perdu la raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'as pas acheté? Demanda Julien, incrédule. Je n'ai pas l'argent pour acheter de la viande pour 30 personnes, ni de la bière, ni des cigarettes, ni toutes les autres choses que vous avez demandées. J'ai seulement de l'argent pour de la nourriture de base. Mais maman, intervint Aurélie avec cette voix condescendante que je détestais tant. On sait que tu as de l'argent de côté. Ne sois pas radin. Je sortis les papiers que j'avais obtenus de la banque et les leur montrai. Voici mes relevés bancaires. En 2 jours, j'ai dépensé 470 euros de mes économies. Il me reste moins de 250 euros jusqu'au mois prochain. Il n'y a pas d'argent mis de côté, pas de réserve secrète. C'est tout ce que j'ai. Les papiers passèrent de main en main comme des preuves dans un procès. Les visages d'incrédulité se transformèrent lentement en visages d'agacement. Bon, alors on devra trouver des alternatives, dit finalement Laurent. On peut tous contribuer aux dépenses. Excellente idée, répondis-je en sortant l'autre dossier de mon sac.
En fait, je suis allée voir un avocat ce matin et j'ai préparé un document qui établit des tarifs commerciaux pour l'hébergement dans ma propriété. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. C'était le silence de gens qui venèrent de réaliser que leur victime n'était plus une victime. C'est 80 € par chambre par nuit, continuai-je en lisant le document. 45 € par personne par jour pour les repas et 18 € par jour pour les services de base, comme l'eau, l'électricité et la lessive. Jusqu'à présent, en 2 jours, le total serait de 2 540 €. On aurait pu entendre une mouche voler. Tu nous fais payer pour rester dans ta maison demanda Aurélie d'une voix stridente. Non, répondis-je avec tout le calme que je pouvais. Je vous offre l'option de payer pour les services que vous recevez ou de trouver un hébergement ailleurs. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle de la conversation. L'explosion qui suivit fut épique. 20 personnes parlant en même temps, criant, protestant, essayant de me faire sentir coupable avec toutes les tactiques de manipulation qu'ils avaient perfectionnées au fil des années. Mais quelque chose avait changé en moi. C'était comme si j'avais construit un mur invisible qui ne laissait pas passer leurs mots blessants. C'est ridicule, cria Laurent. On est de la famille. Tu ne peux pas nous faire payer pour rester dans ta maison. Depuis quand es-tu si avare, maman ajouta Aurélie avec des larmes de crocodile dans les yeux. Papa se retournerait dans sa tombe s'il savait que tu fais payer ta propre famille. Mentionner mon défunt mari fut la goutte d'eau, mais pas de la façon qu'elle espérait. Au lieu de me briser, ça me donna de la force. Ton père, lui dis-je d'une voix ferme, a travaillé toute sa vie pour que j'aie une sécurité financière. Il n'aurait jamais permis que sa famille me traite comme une gouvernante dans ma propre maison. On ne te traite pas comme une employée, protesta Isabelle. On te donne l'opportunité de passer du temps avec ta famille. Passer du temps répétai-je avec un rire amer. Isabelle, depuis ton arrivée, tu m'as fait laver les vêtements de ton bébé, faire bouillir de l'eau pour ses biberons et exiger que j'achète des couches et du lait en poudre avec mon argent. C'est ça, passer du temps. Mais on est de la famille, insista-t-elle. C'est ce que la famille fait, non? Non, répondis-je avec une clarté qui me surprit moi-même. Ce que la famille fait, c'est se respecter mutuellement, contribuer également et ne pas abuser de la générosité de l'autre. Ce que vous faites, c'est de l'exploitation. Julien s'approcha avec un regard menaçant. Geneviève, je pense que tu deviens folle. Tu as peut-être besoin d'aide médicale. Ce n'est pas toi, ça. Tu as raison, répondis-je sans broncher. Ce n'était pas moi avant. L'ancienne Geneviève se laissait piétiner, dépensait ses économies pour des gens qui la traitaient mal et confondait être utilisée avec être aimée. Mais cette Geneviève-là n'existe plus. Maman, c'est embarrassant, cria Aurélie. Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils sauront que tu as fait payer ta propre famille pour l'hébergement? Les mêmes personnes qui penseraient mal de vous pour avoir débarqué sans invitation chez une femme de 69 ans et vous attendre à ce qu'elle vous entretienne gratuitement pendant 2 semaines, répondis-je. Thierry tenta une approche différente. Geneviève, soyons raisonnables. On comprend que tu as des dépenses, mais ces tarifs sont exagérés. On peut te donner quelque chose de symbolique. 180 € pour tout le séjour. 180 €, répétai-je lentement. Pour 20 personnes pendant 2 semaines, ça fait moins de 65 centimes par personne par jour. Vous savez combien vous avez payé d'essence pour venir ici? Probablement plus de 180 € par voiture. Mais c'est différent, protesta Bernard. Différent? Pourquoi? Parce que votre argent vaut plus que le mien? Parce que vos dépenses sont importantes, mais les miennes ne le sont pas? Le salon se remplit de murmures et de visages longs. Je pouvais les voir s'échanger des regards, essayant de décider quelle stratégie utiliser. C'est alors que mon salut apparut sous la forme d'une femme d'environ 60 ans, avec un panier de légumes dans les mains. C'était Colette, ma voisine, qui était venue me souhaiter la bienvenue dans le quartier. Bonjour, dit-elle depuis la porte ouverte. Je suis Colette, j'habite à côté. Je venais rencontrer ma nouvelle voisine et oh, excusez-moi, je vois que vous avez de la visite. Entrez, s'il vous plaît, dis-je, reconnaissante de l'interruption. Leurs proches qui sont venus rendre visite. Colette entra et sentit immédiatement la tension dans l'atmosphère. C'était une de ces femmes âgées qui ont tellement vu de la vie qu'elles peuvent lire une situation en quelques secondes. Quelle grande famille, commenta-t-elle avec un sourire. Mais ses yeux intelligents analysèrent déjà la scène. Ça doit coûter cher de maintenir autant de personnes. J'espère qu'ils contribuent aux dépenses. Le silence gêné qui suivit était éloquent. Ils ne contribuent pas demanda Colette avec une surprise sincère. Ah, quelle honte! De mon temps, quand on rendait visite à quelqu'un, on apportait toujours quelque chose, ou on aidait avec les dépenses, surtout s'il y avait autant de monde. Mais on est de la famille, murmura Aurélie. Ah, raison de plus, répondit Colette énergiquement. La famille, c'est celle qui doit prendre soin des siens le plus. Vous savez quoi? Ma fille vit en ville et chaque fois qu'elle vient avec ses petits-enfants, elle apporte toujours les courses complètes. Elle dit que ce n'est pas juste que je dépense ma retraite pour nourrir toute sa famille. Je pouvais voir comment les mots de Colette avaient un effet. C'était une chose que je leur dise qu'ils abusaient de moi, mais c'en était une autre qu'une étrangère le confirme. Et vous venez tous d'où? Continua Colette avec une curiosité innocente. De la ville, répondit Laurent sèchement. Oh, le voyage a dû coûter cher. L'essence, la nourriture en route, et ensuite arriver et trouver tout payé.
Quelle chance! Bien que je suppose que vous vous êtes tous organisés pour aider Geneviève avec les dépenses pour autant de monde. Chaque mot de Colette était comme une aiguille qui piquait la conscience de ma famille, ou du moins leur fierté d'être exposée devant une étrangère. Colette, dis-je, voulez-vous prendre un café? J'aimerais mieux vous connaître. Avec plaisir, mais ne vous inquiétez pas de me servir. Je vois que vous avez déjà les mains pleines avec autant de monde. Pendant que je préparais du café pour Colette dans la cuisine, elle me suivit. Ma chère, chuchota-t-elle. Je ne sais pas si c'est ma place de dire ça, mais ces gens n'ont pas l'air d'être ici par affection. Ils ont l'air d'être là par commodité. Ces mots furent comme une bombe. Quelqu'un d'autre voyait ce que je voyais, mais que j'avais nié pendant des années. C'est si évident que ça, demandai-je. Ma chère, j'ai 60 ans dans ce monde, j'ai tout vu. Ces gens sont arrivés en s'attendant à être traités comme des rois, et vous, vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas bien dormi et qui dépense de l'argent qu'elle n'a pas. Je craquai un peu. Mais c'est ma famille. La vraie famille n'abuse pas, ma chère. La vraie famille prend soin de ses aînés, elle ne les exploite pas. Colette posa une main réconfortante sur mon épaule. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ma sœur avait le même problème avec ses enfants. Ils vivaient à ses dépens, la traitèrent comme une employée, dépensèrent sa retraite. Vous savez ce qu'elle a fait? Quoi? Demandai-je avec espoir. Elle a établi des limites. Elle leur a dit: vous me rendez visite quand je vous invite, pour le temps que je décide, et vous contribuez aux dépenses. Si ça ne vous plaît pas, trouvez un hôtel. Au début, il y a eu du drame, des cris, du chantage émotionnel. Mais ensuite, ils ont réalisé qu'elle était sérieuse et ça a marché. Bien sûr, maintenant, ils lui rendent visite occasionnellement, apportent toujours quelque chose, aident toujours et la traitent avec respect parce qu'ils ont appris que l'affection d'une mère n'est pas gratuite quand on la confond avec l'exploitation. Quand nous sommes retournés au salon avec le café, la famille avait murmuré entre elles. Je pouvais voir qu'ils étaient arrivés à une sorte de consensus. Laurent s'éclaircit la gorge. Geneviève, on a parlé, et on pense qu'on pourrait peut-être contribuer quelque chose aux dépenses. Pas les montants exagérés que tu proposes, mais quelque chose de raisonnable. Combien considérez-vous raisonnable? Demandai-je. 180 € pour tout le séjour pour nous tous, dit Aurélie. Colette faillit s'étouffer avec son café. 180 € pour 20 personnes pendant 2 semaines. Les enfants, l'hôtel le moins cher du village facture 55 € par nuit et par chambre. Les mathématiques étaient implacables, et il le savait, mais j'avais déjà pris ma décision. 180 €, répétai-je lentement, comme si je considérais l'offre. Je les vis tous avec de l'anticipation dans leur visage, pensant qu'ils avaient trouvé un moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient, une fois de plus. Pour 20 personnes, pendant 14 jours, avec 3 repas par jour, l'hébergement, l'eau, l'électricité, le gaz, la lessive et le ménage. Exactement, dit Aurélie avec un sourire triomphant. Tu vois, on est raisonnable, on veut contribuer. Colette me regarda avec cette expression que seules les femmes sages ont quand quelque chose de bien est sur le point d'arriver. Elle avait parfaitement compris ce qui se passait. D'accord, leur dis-je finalement. J'accepte votre proposition. Tout le monde soupira de soulagement. Ils pensaient avoir gagné, mais je continuais et je regardais leur visage se durcir. Avec une condition, puisque c'est maintenant une transaction commerciale, je veux que vous signiez un contrat d'hébergement. Un contrat? Demanda Julien avec méfiance. Bien sûr. Si vous allez payer pour des services, nous devons clairement établir ce que ces services incluent et ce qu'ils n'incluent pas. C'est pour protéger tout le monde. Je sortis les papiers que Maître Dubois avait préparés et les posai sur la table basse. Ce contrat spécifie que pour 180 €, vous avez droit à dormir sur le sol du salon, un repas de base par jour, riz et haricots, accès à la salle de bain pendant des heures spécifiques, et rien d'autre. Un repas par jour? Cria Isabelle. Mais on s'attendait à 3 repas. Bien sûr, vous pouvez avoir 3 repas par jour, répondis-je doucement. Mais c'est dans le forfait premium qui coûte les 2 940 € que j'ai mentionné à l'origine. C'est absurde! Explosa Laurent. Tu es folle si tu penses qu'on va signer ça. Vous n'êtes pas obligé de le signer, leur dis-je avec un calme parfait. Vous pouvez trouver un hébergement ailleurs. En fait, je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Maman! Cria Aurélie. Tu ne peux pas nous mettre dehors. On est ta famille. Je ne vous mets pas dehors, répondis-je. Je vous donne des options. Vous pouvez payer les tarifs commerciaux pour les services que vous voulez. Vous pouvez payer pour les services de base que vous pouvez vous permettre. Ou vous pouvez trouver des alternatives qui correspondent mieux à votre budget. Colette applaudit lentement. Bravo. C'est exactement ce que ma sœur a dû faire. Des options claires, des termes équitables, pas de chantage émotionnel. Mêlez-vous de vos affaires, cria Aurélie à Colette. C'est une affaire de famille. Vous avez raison, répondit Colette en se levant. C'est une affaire de famille, et une bonne famille ne traite pas ses aînés comme ça. Elle se dirigea vers la porte, mais avant de partir, elle se tourna vers moi. Geneviève, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, vous savez où j'habite. Et si ces gens vous causent des problèmes, n'hésitez pas à m'appeler. Ici au village, les voisins veillant les uns sur les autres.
Après le départ de Colette, le salon tomba dans le silence. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, essayant de trouver une nouvelle stratégie. Thierry tenta l'approche de la culpabilité. Geneviève, ton mari et moi étions très proches. Il me considérait comme un frère. Tu penses qu'il aimerait te voir traiter ses beaux-frères comme ça? Mon mari, répondis-je, m'a appris à me valoriser. Il m'a appris que le véritable amour se montre par les actions, pas par les mots. Et il m'a appris que permettre aux autres de vous abuser n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Bernard tenta l'intimidation. Geneviève, je ne pense pas que tu réalises la situation dans laquelle tu te mets. On est nombreux et tu es seule. Ce n'est pas intelligent de se faire des ennemis dans la famille. Ces mots m'auraient terrifiée avant, mais maintenant ils ne faisaient que confirmer ce que je savais déjà. Ces gens ne m'aimaient pas, ils avaient besoin de moi. Et quand ils ne pouvaient pas utiliser mon amour, ils recouraient à la peur. Vous me menacez dans ma propre maison demandai-je avec un calme qui me surprit. Ce n'est pas une menace, répondit-il rapidement. Je suis juste réaliste. La réalité, dis-je, c'est que vous êtes venu dans ma maison sans invitation, vous attendant à des services gratuits que vous ne pouvez pas vous permettre. La réalité, c'est que quand je vous ai demandé de contribuer équitablement, vous avez refusé. Et la réalité, c'est que maintenant que je vous offre des options équitables, vous recourez aux menaces et à l'intimidation. Isabelle commença à pleurer. C'était un cri dramatique conçu pour manipuler. Je ne peux pas croire à quel point tu es devenue cruelle, Geneviève. Mon bébé a besoin de stabilité et tu nous jettes à la rue. Ton bébé, répondis-je, a besoin de parents qui peuvent subvenir à ses besoins de base sans s'appuyer sur l'exploitation d'une femme âgée. Si tu ne peux pas te permettre des vacances, peut-être que tu ne devrais pas en prendre. Les enfants qui jouèrent dans le jardin accoururent. Mamie, pourquoi tout le monde crie demanda la plus petite. Mon cœur se brisa un peu. Les enfants étaient innocents dans tout ça. Mais leurs parents les utilisaient comme boucliers émotionnels. Les adultes sont une conversation sérieuse, répondis-je gentiment. Pourquoi vous n'allez pas jouer dehors encore un peu? Mais on a faim, dit l'un des jumeaux. Le repas est prêt? Je regardais tous les adultes dans le salon. Aucun ne bougea pour s'occuper de leurs propres enfants affamés. Ils s'attendirent à ce que je le fasse, comme toujours. Parents, dis-je, vos enfants ont faim. Dans la cuisine, il y a du riz et des haricots que vous pouvez préparer pour eux. Tu ne vas pas cuisiner demanda Julien, incrédule. J'ai cuisiné hier et avant-hier. Aujourd'hui, vous pouvez cuisiner, répondis-je. Ou vous pouvez emmener les enfants manger au village. Il y a plusieurs restaurants. Laurent se leva brusquement. C'en est trop. Aurélie, fais les valises. On part tout de suite. Où demanda Aurélie. Paniqué. On n'a de réservation nulle part. On trouvera quelque chose. N'importe quoi vaut mieux que d'être ici avec cette version de ta mère. Je restais assise, les regardant courir dans tous les sens, emballant hâtivement leurs affaires. Une partie de moi se sentait triste en regardant le chaos, mais une plus grande partie se sentait soulagée. Maman, me dit Aurélie quand ils eurent à tout emballer, ce n'est pas toi. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'espère que tu réfléchiras à ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as détruit ta famille pour de l'argent. Non, répondis-je en me levant pour la regarder directement dans les yeux. J'ai trouvé ma dignité et j'ai appris la différence entre une famille qui m'aime et des gens qui m'utilisent. Tu vas le regretter, cria-t-elle en partant. Quand tu seras seule et malade, ne viens pas nous demander de l'aide. Je préfère être seule avec dignité qu'accompagnée sans respect, répondis-je. Un par un, ils montèrent un train dans leur voiture. Cette fois, il n'y avait pas de larmes des enfants, parce qu'ils avaient compris que cette visite était différente. Cette fois, il n'y avait pas de cris ni de protestations dramatiques, seulement la résignation de gens qui avaient perdu leur victime préférée. Je les regardais partir pour la deuxième et dernière fois, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une paix complète. Cette nuit-là, Colette vint dîner. Elle avait fait du coq au vin et moi j'avais préparé du riz aux petits pois. Nous avons mangé sur mon porche, regardant le coucher de soleil sur les champs, parlant de nos projets de jardinage. Vous vous sentez bien avec votre décision me demanda-t-elle. Je me sens libre, répondis-je. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. 6 mois plus tard, ma maison était devenue mon vrai foyer. Mon jardin florissait avec des roses grimpantes qui encadrèrent mes fenêtres, des pivoines roses et blanches qui explosèrent de couleur en mai, et des lavandes dont le parfum apaisant flottait dans l'air chaque matin. J'avais rejoint un club de lecture au village où 8 femmes de mon âge se réunissaient chaque jeudi pour discuter de romans autour d'un thé. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais des conversations qui n'étaient pas centrées sur les problèmes de quelqu'un d'autre. Mes cours d'aquarelle au centre communautaire étaient devenus ma passion. Monsieur Garnier, le professeur, m'avait dit que j'avais un vrai talent. Vous voyez le monde avec des yeux neufs, Madame Beaumont. C'est rare. J'avais peint mon jardin sous différentes lumières, les champs de blé, l'étang au bout du chemin, la petite église du village. Chaque coup de pinceau était une affirmation de ma liberté retrouvée. Mon compte bancaire, bien que modeste, était stable. Thomas de la banque m'avait aidé à créer un budget qui me permettait de vivre confortablement avec ma retraite, avec même un petit surplus pour mes plaisirs. Des livres, des graines, de la peinture.
Colette et moi étions devenus de vrais amis. Nous faisions le marché ensemble chaque mercredi, partagions nos récoltes et passions des après-midi entiers sur mon porche à regarder les champs de blé onduler dans le vent, parfois en silence confortable, parfois en parlant de nos vies, de nos regrets, de nos victoires. Mes journées étaient désormais remplies d'activités que je choisissais, pas de celles qu'on m'imposait. Je me réveillais quand je voulais, prenais mon café au lait dans mon fauteuil en osier, arrosais mes plantes qui poussaient belles et fortes, tout comme moi. Aurélie appelait parfois quand elle avait besoin de quelque chose, de l'argent, du babysitting, de l'aide pour résoudre un problème. Je l'écoutais patiemment, puis répondais avec douceur, mais fermeté. Je suis désolée, ma chérie, mais je ne peux pas t'aider avec ça. Au début, elle se mettait en colère, puis elle suppliait. Ensuite, elle menaçait de ne plus jamais me parler. Maintenant, elle raccroche simplement, sachant que les manipulations ne fonctionnent plus. J'avais appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous blesser. J'avais appris qu'être généreuse ne signifie pas s'épuiser pour les autres. J'avais appris que la vraie famille prend soin de vous autant que vous prenez soin d'elle. Et surtout, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie, sa dignité et son droit d'être heureuse. Un samedi matin, alors que je travaillais dans mon potager, où je cultivais maintenant des tomates, des courgettes et des herbes aromatiques, une voiture s'arrêta devant ma maison. Mon cœur se serra un instant, craignant que ce soit Aurélie revenue avec de nouvelles exigences. Mais c'était une jeune femme que je ne connaissais pas, avec deux petites filles aux yeux brillants. Madame Beaumont demanda-t-elle en s'approchant timidement. Oui, c'est moi. Je suis Sophie, la nièce de Colette. Elle nous a tellement parlé de vous et de votre magnifique jardin. Mes filles adorent les fleurs, et je me demandais si vous accepteriez de nous le montrer. Je souris largement, ce sourire authentique qui venait maintenant facilement. Bien sûr, entrez, je vais vous faire une visite complète. Pendant plus d'une heure, je leur montrais mes roses, expliquant comment je les taillais, mes pivoines, et leur histoire, mes herbes aromatiques et leurs utilisations. Les petites filles étaient littéralement fascinées par les papillons qui voltigèrent de fleur en fleur, par les abeilles qui butinaient laborieusement. Je leur donnais à chacune un petit bouquet de lavande fraîchement coupé et leur montrais comment en faire des sachets parfumés. Vous savez, dit Sophie en partant, ses filles tenant précieusement leur bouquet, Colette nous a parlé de votre courage, de comment vous avez dû établir des limites difficiles. Ma propre mère avait les mêmes problèmes avec mes frères qui profitaient d'elle. Votre histoire l'a inspirée à dire non elle aussi. Maintenant, elle vit enfin pour elle. Vous êtes une vraie inspiration pour toutes les femmes de notre famille. Après leur départ, je m'assis sur mon porche avec une tasse de thé à la menthe fraîche de mon jardin. Je pensais au long chemin parcouru depuis ce jour terrible où 20 personnes avaient envahi ma maison, détruit ma paix, dépensé mon argent. Ce jour-là, j'avais cru perdre ma famille pour toujours, mais j'avais perdu des gens qui me drainaient, qui prenaient sans jamais donner, qui confondèrent mon amour avec de la faiblesse et ma générosité avec de la naïveté. Et j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même, ma dignité, ma liberté. Mon téléphone sonna, brisant le silence paisible. Je regardai l'écran. Aurélie. Je laissai sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale. Plus tard, j'écoutais le message, déjà sachant ce qu'il contiendrait. Maman, c'est moi. Écoute, je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment, mais Laurent a perdu son travail. On a des difficultés financières vraiment sérieuses. On pensait que peut-être tu pourrais nous prêter, enfin, tu sais, juste pour nous dépanner. Rappelle-moi vite, c'est urgent. Je supprimai le message sans hésitation. Puis je pris mon carnet d'aquarelle, mes pinceaux préférés, et sortis capturer la lumière dorée de l'après-midi sur mes champs de blé qui ondulaient comme une mer d'or sous le vent normand. Parce que j'avais appris que la vraie famille ne prend pas seulement, elle donne aussi. Et parfois, la meilleure famille est celle qu'on se crée soi-même. Des voisins bienveillants comme Colette, des amis du club de lecture qui vous comprennent, des professeurs patients qui croient en votre talent et des petites filles émerveillées qui trouvent vos roses magiques. Ce soir-là, alors que je fermais les volets de ma petite maison de campagne en Normandie, je regardais une dernière fois mon jardin baigné dans la lumière violette du crépuscule. Mes roses grimpantes formaient maintenant une arche parfaite au-dessus de mon porche. Les lucioles commençaient leur danse nocturne au-dessus de la lavande. Je touchais doucement le mur de ma cuisine, celui que j'avais caressé ce premier jour avec tant d'espoir et de peur mêlée. Et je souris, un sourire de victoire, de paix, de contentement absolu. Parce que j'avais réussi, j'avais protégé mon sanctuaire contre l'invasion, j'avais gardé ma liberté chèrement acquise, j'avais retrouvé ma dignité après des années de la laisser piétiner, et surtout, j'avais découvert ma force, cette force que je ne savais pas posséder. À 69 ans, j'avais enfin appris à dire non sans culpabilité. Et dans ce non libérateur, j'avais trouvé mon plus beau oui, oui à moi-même, oui à mes besoins, oui à ma paix, oui à ma vie telle que je voulais la vivre. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse écrire plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'adorerais vraiment connaître vos réflexions, alors partagez-les dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez.
Oh, et faites-moi savoir où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Gros bisous et à bientôt.